c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des actions chinoises qui sont portées par un nouveau souffle depuis quelques semaines et quelques mois. Nous en parlons avec un spécialiste des marchés actions asiatiques et chinois, Sébastien Djaoui, qui est à mes côtés en plateau, gérant actions asiatiques à la financière de l'Échiquier. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous accueillir et de vous retrouver pour parler de la Chine. Je vous propose un exercice un peu difficile. Bon, on est 5 ans après le Covid, c'est vrai qu'il y a plein de papiers qui nous rappellent effectivement ces 5 années passées et surtout l'année 2020. 2020, c'est l'année où les investisseurs globaux désertent la Chine. C'est-à-dire qu'on laisse la Chine avec Jack Ma en prison, ou en tout cas qui disparaît. On se souvient également d'un moment clé, fin 2020, où Ant Financial, la grande société financière d'Alibaba, d'ailleurs, devait rentrer en bourse. Ça devait être le succès phénoménal des introductions en bourse chinoises, stoppé, je crois, 2 jours avant par le pouvoir politique. Et donc, tous les investisseurs globaux désertent la Chine à ce moment-là. Et puis, 5 ans après, il y a à peine quelques semaines de cela, on retrouve Xi Jinping entouré de tous les patrons de la tech, un peu comme Trump le fait à Mar-a-Lago, et le retour de Jack Ma, etc. Et on se dit, c'est une Chine complètement différente. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans, Sébastien ? Donc 2020, c'est vraiment le point de départ. C'était un exemple. Pendant le Covid, le marché était fermé, enfin la Chine était fermée, et le marché, en 2020, a fait plus de 17%. Mais le point vraiment central, c'est octobre 2020, où Jack Ma fait un discours, et il va critiquer concrètement la politique et le système financier. C'est octobre 2020. Début novembre, on doit avoir l'IPO de Ant Financial, qui doit être la plus grande IPO mondiale, enfin 35 milliards. Et 2 jours avant l'IPO est annulé. Décision de Pékin, à la surprise de monopole. La raison officielle, c'est monopole, régulation et monopole. Donc à partir de là, on passe en 2021, et là il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui arrive en Chine, c'est qu'on a ce qu'on appelle la prospérité commune qui se met en place par Xi Jinping, et la fin de l'animal spirit qui arrive, dans le sens où un mouvement de régulation assez important va être mis en place. Et en fin de compte, la régulation va être très dure envers l'entreprise privée. L'idée, c'est que, selon moi, Xi Jinping, il n'est pas contre l'entreprise privée. Sauf qu'il est dans une logique de dire l'entreprise privée ne doit pas être au-dessus du parti, au-dessus du gouvernement, et ne pas avoir d'influence politique. Ce que Jack Ma avait un peu fait en critiquant le gouvernement. Il s'est vu dépasser, on appelait ça les BATX à l'époque, c'est ça, Baba, Baidu, Tencent. Exactement. Il a vu le risque de se faire dépasser par ces boîtes-là. Complètement, il a vu qu'il allait se faire dépasser, et là on va dans une vague de régulation assez incroyable, liée au secteur Internet, la sécurité des données. Voilà, il a senti qu'il perdait vraiment la main sur beaucoup de choses, et tout 2021, c'est dans le secteur boursier. Donc la bourse fait moins 18. Les jeux vidéo, l'éducation, tout passe par c'est de la régulation. C'est vraiment de la régulation arbitraire. Et là, à partir de ce moment-là, on commence à avoir un marché baissier assez fort sur la bourse chinoise, qui va durer jusqu'à 2022, parce que ne pas oublier que en 2022, l'économie est toujours fermée pour le Covid. Et 2022, il y a parallèlement à cette réglementation, à cette prospérité commune, il y a aussi un nettoyage politique qui est mis en place par Xi Jinping pour asseoir son pouvoir. En fin de compte, fin 2022, il est réélu pour 5 mois à la tête du parti, chef des armées, et début 2023, président pour la 3e fois. Donc en fin de compte... Cœur du parti, c'est ça, comme on dit. Cœur du parti. Cœur du parti. Cœur du parti. Et en fin de compte, il va céder... on va commencer, bien sûr, fin 2022, à avoir des protestations. Le peuple va commencer à se rébeller. Et novembre 2022, il va réouvrir, entre guillemets, il va arrêter les tests Covid. Et début 2023, il va réouvrir le pays avec l'extérieur. Voilà. Donc... on a eu vraiment 2021-2022, 2 années noires où la bourse fait moins 17, moins 18%. On rentre dans 2023
Et je pense que là, c'est là où Xi Jinping se trompe. Et il pense qu'avec quelques petits plans de stimulus, parce qu'il y en a toujours un peu, voilà, des annonces, l'économie va repartir. La bourse fin 2022, la confiance va revenir. Voilà, la confiance va revenir. Mais finalement, il oublie que en fin de compte, l'animal spirit n'est plus là, l'entrepreneur. Ouais. Les entreprises privées, c'est 60% du PIB en Chine. C'est 70% de l'innovation, de la dépense dans l'innovation et recherche. C'est 80% des jobs dans les villes. Et c'est 90% de la création d'emplois. Donc, il passe à côté, enfin, il doit se dire, je n'ai pas besoin de l'entreprise privée pour que mon économie soit prospère et qu'il y ait une prospérité commune. Ouais. Entre-temps, l'économie domestique, l'immobilier qui a commencé à corriger en 2021, ça devient... s'effondre complètement. Et la consommation s'effondre. Et parallèlement, alors on n'en parle pas beaucoup, mais c'est là, en fin de compte, la genèse qui est un rappel de 2015. Mais en parallèle, il continue à être dans l'innovation et la recherche. Et c'est là où, en fin de compte, les investisseurs ont ignoré la Chine. Ouais. Quelque chose qui avait été mis en place en 2015, qui s'appelle le Made in China 2025. Et là où il faut de temps en temps lire les bouquins et lire ce que dit Xi Jinping, ouais. Parce qu'il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Et en fin de compte, donc, parallèlement à cette économie domestique très morose, il continue à subventionner l'innovation, la recherche. Il garde des poches comme ça, d'innovation, sur lesquelles il ne lâche pas, quoi. Parce que Made in China, c'était vraiment de dire on doit être compétitif technologiquement et on doit être de plus en plus indépendant par rapport à l'étranger, ouais. Par rapport aux pays extérieurs. C'était déjà un peu la première guerre Trump numéro 1 commercial. Bon, il faut qu'on avance un peu. C'est 2024, l'élection américaine, évidemment. Et puis, venons-en à 2025. Voilà. Enfin, même fin 2024, on retrouve Xi Jinping entouré, le retour de Jack Ma, les patrons Exactement. De la tech, le moment DeepSeek, etc. Et donc, c'est là où il y a certains patrons qui racontent le fait de ne pas avoir mis un pied en Chine pendant plusieurs années nous a fait perdre peut-être la conscience de ce qu'ils étaient capables de faire en matière d'innovation. Exactement. Et donc, DeepSeek nous éclate à la figure, la biotech nous éclate à la figure, et on se dit, mais mince, non seulement ils sont là, mais ils sont peut-être devant nous. Exactement, donc il tient tout 2024, l'élection de Trump, ouais. Première baisse de la Fed. Il fait un plan de relance ouais. Classique, mais assez gros, en septembre-octobre 2024, quasiment de 4% du PIB. Donc là, la bourse A et la bourse de Hong Kong oui. Explose à la hausse, oui. Mais tout de suite on revient ouais. Au travers, ça fait comme quoi, voilà, ça fait pchit. Et là, mi-janvier, on a un week-end où on a des informations sur une petite start-up ouais. Qui s'appelle DeepSeek, ouais. Qui fait en fin de compte du trading quantitatif boursier, dont les profits sont faits pour investir dans ce langage, ce LLM ouais, de l'intelligence artificielle, en open source. Et là, en fin de compte, c'est le point de départ d'une nouvelle phrase qu'on pourrait dire, c'est qu'il n'y a pas de... Il faut de la prospérité privée pour avoir de la prospérité commune. C'est-à-dire qu'il faut... Sans prospérité... Donc l'équation, c'est un peu allongée. On veut la prospérité commune, mais ça passe par de la prospérité privée. Et ça vient d'entreprises privées. Et du secteur privé. Il s'est aperçu qu'il avait tué l'entrepreneuriat, ou qu'il prenait le risque de tuer l'entrepreneuriat. J'ai vu le nombre de boîtes de VC, tout s'est effondré. Tout s'est effondré. Mais vraiment, DeepSeek, c'est vraiment ça. C'est des gens privés qui investissent, qui gagnent de l'argent pour ensuite... En open source, parce que maintenant, aujourd'hui, DeepSeek est utilisé partout, dans toutes les grandes puissance sociétés. du parti, c'est de diffuser DeepSeek à une vitesse grand V dans toutes les boîtes, les hôpitaux, les écoles, les facs, dans toutes les entreprises chinoises. Donc, on peut avoir une prospérité d'entreprise privée pour l'intérêt commun. Il nous reste 2 minutes pour parler d'investissement, Sébastien. Ça veut dire quoi? On est sorti du bear market en Chine. On peut repartir sur un cycle haussier sur les actions chinoises. Question, et comment vous conduisez des investissements sur les actions chinoises pour le compte des clients aujourd'hui? Deux choses en Chine, on était complètement déprimé en termes de valorisation. Il y a, selon moi, une question un peu plus structurelle qui fait que maintenant, la Chine, c'est pas juste du manufacturing et des effets d'échelle, c'est de l'innovation, ouais. Donc venir en compétition avec les Américains. Donc, selon nous, il y a un re-rating structurel qui s'est mis en place par rapport à cette nouveauté. Ouais. Donc, on est passé quasiment de 8 fois price earnings à 12 fois aujourd'hui. Ouais. Après, les problèmes domestiques sont toujours là.
il y a des améliorations. Est-ce qu'on va aller sur 14 fois? Est-ce qu'on a le re-rating cyclique qui va arriver? On va suivre bien sûr tout ce qui est lié à la consommation. Nous, dans la gestion que nous avons ici, chez LFDE, on gère sur la Chine autour de 4 thèmes, qui sont les leaders nationaux, qui sont bien sûr les sociétés innovantes, qui sont là sur l'ensemble de la supply chain, entre guillemets, au sens large, batterie, EV, la robotique, les humanoïdes. La nouvelle tendance de consommation chinoise... Mais juste, leaders nationaux, ça veut dire pas forcément les leaders globaux, ou ceux qui ont l'ambition, ou avaient l'ambition. BYD est l'exemple un peu qui répond pas à ce critère, mais disons que le point de départ, c'est les leaders nationaux, qui ensuite, éventuellement, s'y arrivent à faire une place globale, vu les contraintes politiques qu'il y a. Donc, leaders nationaux, innovation, nouvelle tendance de consommation. Ouais. On a encore eu la semaine dernière des informations sur beaucoup plus de soutien dans le service, qui est quelque chose qui est très nouveau. En Chine, c'était beaucoup plus la consommation de biens. Là, c'est le service de la naissance jusqu'à la vieillesse, le tourisme, les vacances au ski, enfin plein de choses qui gravitent. Et le quatrième point qu'on avait commencé à voir il y a 2 ans, c'est aussi, et là, c'est les leçons du Japon, le retour à l'actionnaire. Qui arrive... Alors, doucement. Il y a des pratiques d'entreprise qui changent en Chine. Dans les sociétés d'État, mais vraiment de façon mesurée. C'est beaucoup plus clair dans les grosses sociétés d'Internet et e-commerce chinoises. Mais le retour à l'actionnaire, la rentabilité du capital, le share buyback, le dividende est quelque chose qui est assez important. Est-ce qu'il peut réattirer des investisseurs globaux grâce à ça? Les Américains ne sont pas là. Les Européens, un petit peu. Ce sont les Chinois domestiques qui font le marché actuellement. Ouais. Est-ce que c'est un trade ou un investissement? Réponse, voilà. Oui, on verra. Bon, puis c'est ce qui rend le métier passionnant. Merci beaucoup à Sébastien. Sébastien Djaoui sur la Chine, gérant action asiatique à la Financière de l'Échiquier, qui était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.